dépistage de l'acidocétose diabétique. Le diabète de type 1 survient le plus souvent dans l'enfance ou l'adolescence. Même si les premiers signes, polyurie, polydipsie, sont caractéristiques, il reste encore mal connu du grand public, voire même des professionnels de santé. Cette méconnaissance peut conduire à un diagnostic tardif du diabète et donc à cette acidocétose, complication métabolique sévère du diabète de type 1 en particulier. L'association Aide aux jeunes diabétiques a donc lancé le 14 novembre 2010 une campagne nationale diabète enfants et adolescents. Comme à l'habitude, 3 angles, 3 questions. Quelle est la fréquence de l'acidocétose diabétique? Quelles en sont les caractéristiques épidémiologiques? Comment la prévenir? Voici les questions. Les réponses, elles vous seront données par vos invités sur le plateau de Radio FM Diabéto. Karine Cholot, vous êtes docteur en physiologie de la nutrition et chargée de mission scientifique à l'association Aide aux jeunes diabétiques. À vos côtés, le professeur Jean-Jacques Robert, pédiatre et diabétologue au CHU Necker Enfants Malades à Paris. Vous êtes aussi président de cette AJD, de cette association Aide aux jeunes diabétiques. Alors, replantons le décor. Jean-Jacques Robert, quelle est l'incidence actuelle du diabète de type 1 en France et quelles sont les grandes lignes d'évolution? Les grandes lignes d'évolution sont très simples. C'est en augmentation de fréquence. Il faut distinguer, bien entendu, que le diabète de type 1 augmente en fréquence, tout comme le type 2, même si les causes sont très différentes. Dans le type 2, on sait très bien que c'est la fréquence de l'obésité. Dans le type 1, par contre, on ignore les causes de cette augmentation. Mais c'est une augmentation chez les moins de 15 ans qui est de l'ordre de 3 à 4% par an. Par exemple, il y a eu 2 enquêtes dans des régions de France il y a environ 20 et 10 ans. Lors de la première enquête, si je me souviens bien, les chiffres étaient de l'ordre de 7,8 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans par an. Et 10 ans plus tard, on était passé à plus de 10%. Et aujourd'hui, on n'a pas de nouvelle enquête épidémiologique, mais à partir des données de la CNAM, on estime qu'on est plutôt à 14 ou 15 pour 100 000. Donc ça augmente, ça a doublé en 30 ans. Et on a une idée de pourquoi, en fait, parce que le diabète de type 1... On ignore complètement. Mais il y a un autre élément qui est important à souligner, c'est que si ça double en 30 ans chez les moins de 15 ans, ça double en 15 ans, ça a doublé en 15 ans chez les moins de 5 ans. Et lors de l'Observatoire national qui a eu lieu au cours de l'année passée, un quart des enfants de moins de 15 ans qui débutaient un diabète avaient moins de 5 ans. Alors justement, Karine Cholot, dites-nous un petit mot de cet observatoire. Dans l'année qui a précédé la campagne, dont nous allons bien sûr abondamment parler, vous avez mis en place un observatoire, une étude. Quel était l'objectif? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, devant 2 constats majeurs qui étaient que depuis des années, avec cette évolution de la fréquence du diabète, on ne voyait pas de diminution de la fréquence de l'acidocétose. Et puis devant un second constat qui était une expérience italienne qui nous avait été rapportée par le professeur Vanelli, qui avait à l'échelle de la province de Parme mis en place une campagne de prévention de l'acidocétose au diagnostic et qui avait réussi au travers de messages à l'intention des familles et aussi des professionnels de santé à faire diminuer, à réduire de façon vraiment très nette le diagnostic, la fréquence d'acidocétose au diagnostic du diabète. Devant ces 2 constats, l'AJD a proposé de lancer sur ce modèle une campagne de prévention de l'acidocétose au diagnostic du diabète de type 1. Afin d'évaluer cette campagne, nous avons sollicité les pédiatres de notre réseau pour mettre en place un recueil de données, un observatoire, afin d'identifier la fréquence et les circonstances au diabète de type 1. Alors justement, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Alors les premiers résultats, donc c'est 145 services hospitaliers participent à cette enquête. On a durant la première année recueilli les données de 1400 nouveaux cas de diabète. Et nous avons pu montrer que dans cet observatoire, on avait 40% d'acidocétose au diagnostic du diabète de type 1, dont 13% d'acidocétose sévère. Ça vous a surpris, Jean-Jacques Robert? Le chiffre était déjà connu dans les enquêtes d'il y a 10 ou 20 ans, et ce qui est peut-être pas surprenant, mais je dirais le plus difficile à constater, c'est que la fréquence n'a absolument pas bougé au cours de toute cette période, et qu'en plus ce chiffre est très supérieur à ce qu'il y a dans
dans des pays voisins. C'est à peu près le double de celui de l'Allemagne. Mais on sait par contre que la fréquence de l'acidocétose est d'autant plus faible que l'incidence du diabète est élevée dans les pays. Et la France a par exemple 4 fois moins de diabète que la Finlande par nombre d'habitants. Alors où est le problème ? Karine Chollet, dites-nous, parce qu'en fin de compte, est-ce que ce sont les professionnels de santé qui sont pas bien informés ou est-ce qu'il y a un problème ? Alors, les premiers qui interviennent dans le diagnostic, quelle que soit la maladie, c'est quand même l'entourage, les parents. Devant ces signes du diagnostic du diabète de type 1, que sont la polyuropolydipsie, les familles, l'entourage ou l'école n'ont pas connaissance que ces signes correspondent à une pathologie, à un diabète. Donc ça, c'est le premier. Et les familles tardent souvent à aller consulter pour... alors voilà, c'est l'été, il fait chaud, l'enfant boit, il y a plein de circonstances qui font retarder une visite médicale. Et puis, le deuxième, et on a des recueils de familles qui l'expriment ainsi. Le deuxième facteur, c'est au niveau des professionnels de santé. Alors, s'ils connaissent ces signes, ils n'ont pas conscience de l'urgence dans le diabète de type 1 chez l'enfant à une prise en charge vraiment rapide de l'enfant. Jean-Jacques Robert, c'est votre sentiment ? Les professionnels de santé tardent ? Oui, je pense que... Alors, dans l'enquête, Karine n'a pas précisé que dans plus de la moitié des cas, ce sont des généralistes qui envoient l'enfant à l'hôpital pour le diagnostic. Mais les généralistes ont l'habitude certainement de faire le diagnostic de diabète chez l'adulte, et donc ils en connaissent ses symptômes. Par contre, je crois qu'il y a deux facteurs qui jouent, c'est que d'une part, on a l'impression que des fois, ils ont peur de faire le diagnostic chez un enfant, parce qu'ils ont le sentiment que c'est si rare, voire même que ça n'existe pas, avant un certain âge, que donc ça les fait hésiter, ils n'ont pas ce réflexe. Et puis, surtout, contrairement à ce qu'on enseigne pour le diabète de l'adulte, où on nous dit qu'il faut confirmer le diagnostic par des examens de laboratoire avant de lancer le traitement, là c'est totalement inutile chez l'enfant. Un enfant qui boit beaucoup, qui urine beaucoup, qui a du sucre dans les urines, on sait que c'est un diabète et il ne faut pas traîner, il faut le traiter d'urgence. Est-ce que cette acidocétose est plus fréquente de façon inaugurale ou dans l'évolution d'un diabète ? Oui, elle est beaucoup plus fréquente. La majorité des acidocétoses qu'on voit dans les services pédiatriques sont au début du diabète. Et le chiffre, Karine nous l'a donné, il est de l'ordre de 40% aujourd'hui. Alors que une fois que le traitement est déjà fait, on a, d'après une enquête qui a été faite il y a quelques années, un chiffre qui est de l'ordre de 10% par an. Ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui représente quand même un nombre nettement plus faible de cas d'acidocétose. Karine Chollet, est-ce que dans votre observatoire, en fait, il y a même des décès ? Est-ce que ça peut être suffisamment grave pour amener des décès à des complications très graves ? Oui, sur les 1400 cas colligés, il y a eu 3 décès qui ont été déclarés durant cette année, et également un cas de séquelles quelques mois après le diagnostic chez un jeune enfant. Cette acidocétose, Jean-Jacques Robert, est-ce que c'est une complication inéluctable du diabète de type 1 ? Est-ce que c'est spécifique du diabète de type 1 ? C'est pas spécifique complètement, mais c'est très caractéristique du diabète de type 1. Mais on sait aujourd'hui que chez les jeunes, le diabète de type 2 peut démarrer par une acidocétose, mais avec une fréquence qui est plus faible. Par contre, est-ce que c'était inéluctable ? Certainement pas, puisque la campagne de la région de Parme, par notre ami Maurizio Vanelli, a montré qu'on pouvait justement en réduire la fréquence d'une manière considérable. Donc c'est pour ça qu'on lance cette campagne. Parce que c'est pas inéluctable et que les facteurs qui jouent pour aboutir à cette acidocétose sont tout à fait maîtrisables. Ne pas perdre de temps une fois qu'on y a pensé. Et puis essayer progressivement d'informer les familles pour qu'elles réagissent devant des signes qui sont très simples. Est-ce qu'il y a Karine Chollet, est-ce qu'il y a des âges qui sont plus à risque ? Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ? Est-ce qu'il y a des profils de risque plus particuliers ? Alors, concernant l'âge, dans notre observatoire, nous avons pu observer que plus les enfants étaient jeunes, plus la fréquence d'acidocétose était élevée.
Donc, par exemple, on a 45% d'acidocétose chez les 0,44 ans, et 37% chez les 5-9 ans et 34% chez les 10-14 ans. Donc vraiment une fréquence accrue chez les plus petits. Et par contre, l'acidocétose sévère est plus fréquente chez les plus grands. Est-ce qu'il y a des circonstances de diagnostic plus fréquentes du diabète de type 1, Jean-Jacques Robert? Est-ce que, en fin de compte, c'est totalement aléatoire et que, ma foi, il faut simplement y penser? C'est pas du tout aléatoire, c'est toujours le même signe. Puisque dans l'observatoire que Karine a conduit, 98% des jeunes présentent une polyuropolydipsie. Et les autres signes, je dirais, sont à prendre en moins de considération parce que ce sont des signes qui se produisent plus tardivement. Donc le signe d'appel, c'est soif, besoin d'uriner. Et chez les jeunes enfants de 5 ans, il y a quand même 1 fois sur 2 une énurésie qui reprend. Donc c'est toujours toutes nos histoires de début de diabète se ressemblent. C'est l'enfant boit, urine, et on trouve du sucre dans les urines, et on a le diagnostic. Justement, dans votre observatoire, Karine Cholot, qui est à l'origine du diagnostic? C'est plutôt la famille, c'est les médecins traitants, en fin de compte, c'est les urgences hospitalières, ça se termine par les urgences? Donc, dans plus de la moitié des cas, donc nous, la question dans l'observatoire, c'est qui a été à l'initiative de l'arrivée à l'hôpital. Donc, et dans plus de la moitié des cas, c'est le médecin généraliste qui a proposé à la famille d'aller consulter, d'aller aux urgences. Après, nous avons 30%, dans 30% des cas, c'est la famille arrive directement à l'hôpital, ce qui ne signifie pas qu'elle n'a pas consulté avant un médecin généraliste ou un pédiatre. Mais il y a un moment donné où elle se dit non, là c'est pas normal, mon enfant va vraiment pas bien, donc je l'emmène à l'hôpital. Et puis environ 9% qui sont envoyés aux urgences par l'intermédiaire d'un pédiatre. Est-ce que vous avez observé une corrélation en fait de la sévérité de ces acidocétoses avec la durée justement de ces symptômes? Alors plus que avec la durée des symptômes, c'est plus le temps entre les premiers, parce que les familles, rétrospectivement, elles disent oui, effectivement, et quand on dit qu'on a 98% de polydipsie, c'est la famille qui dit oui, effectivement, je me souviens, voilà, 15 jours, 1 mois, 2 mois, il a recommencé, il buvait beaucoup, etc. Donc on a ce délai entre l'apparition des premiers signes observé par l'entourage et puis l'arrivée à l'hôpital, et c'est vraiment ce délai qui est lié à la sévérité de l'acidocétose. Autre signe aussi, Jacques Robert, c'est la perte de poids. Est-ce que c'est un reflet, un signe de la sévérité de cette acidocétose? Avant de répondre à cette question, je voudrais apporter une précision, c'est qu'effectivement, le délai entre l'apparition des signes et le moment où on va faire le diagnostic est important, mais il est plus difficile à interpréter dans la mesure où il dépend de l'âge. Et plus l'enfant va être jeune, plus l'évolution va être rapide. Donc on se rend compte qu'effectivement, chez les grands, on peut avoir 2 mois de symptômes sans forcément avoir une situation grave, alors que ça va pas être le cas chez les tout petits. Donc c'est beaucoup plus le retard au diagnostic qui est le facteur majeur de gravité. En ce qui concerne la perte de poids, on a très clairement vu dans l'observatoire que c'est un signe d'acidocétose sévère. Donc ça ne se voit, ça ne se perçoit qu'à un stade qui est beaucoup trop tard pour faire de la prévention. Donc pour nous, c'est pas un bon signe d'appel. Quand il arrive, on est déjà dans une situation qui est sérieuse. Alors revenons à cette campagne que vous menez donc depuis novembre 2010. Quels sont les messages tout d'abord, Karine Cholot? Puisqu'à partir de cet observatoire, vous avez déterminé un certain nombre de paramètres et donc vous avez décidé de faire passer un message qui s'adresse à qui d'abord? Donc 2 grandes cibles, les familles, donc les familles, l'entourage, avec notre support, en fait, c'est une affiche qui dit votre enfant boit et urine plus que d'habitude, il a recommencé à faire pipi au lit, attention, votre enfant peut avoir un diabète. Donc un message très clair, une version école, parce que les professionnels de l'éducation sont aussi très souvent observateurs des comportements de l'enfant, avec un enfant qui lève le doigt régulièrement pour sortir de classe. Donc ça, c'est vraiment le message pour les familles. Et puis pour les professionnels de santé, donc notre support, c'est une fiche d'aide au diagnostic, donc qui reprend
les signes du diabète de type 1 et puis le message de l'urgence à envoyer l'enfant aux urgences, sans mesure, comme l'a précisé tout à l'heure Jean-Jacques Robert, sans nécessité d'attendre un rendez-vous, d'aller au laboratoire pour faire une mesure de glycémie. Jean-Jacques Robert, le message est simple, polyurie, polydipsie à l'hôpital. Oui, le message aux familles, bon, celui-là, ça c'est très, très clair, c'est l'enfant boit et urine, et se précipiter chez le médecin. Côté médecin, c'est surtout faites attention, le diabète chez l'enfant, ça existe, ça va très très vite, c'est une urgence. Quels sont les moyens que vous avez mis en place alors pour faire savoir cela, à la fois vers le grand public et vers les professionnels de santé? Karine? Donc notre premier support, on a vraiment pris le modèle du professeur Vanelli et de sa campagne dans la province de Parme. On est vraiment parti d'une affiche grand public qui reprend ces signes, avec donc la campagne de communication est en cours, mais notre objectif c'est que cette affiche soit présente dans les pharmacies, dans les salles d'attente des cabinets médicaux, dans les écoles, et puis voilà, tous les lieux, on va dire dans les mairies, dans tous les lieux de passage des familles. Un spot radio a été enregistré, un spot télé également qui a été fait et on travaille pour le diffuser le plus largement possible. Et puis pour les professionnels de santé, donc donc un travail avec un dépliant qui a été mis en place, intégrant cette fiche d'aide au diagnostic, donc pour les pédiatres, pour les médecins généralistes, dans les services hospitaliers également. Et alors, comme vous avez mis italien, vous allez évaluer cette campagne, Jean-Jacques Robert? L'observatoire a été mis en place pour ça, et ce qu'il faut souligner, c'est les chiffres que nous donnait Karine montrent que la mobilisation des services de pédiatrie a été considérable, car les 1400 fiches dont elle parle représentent au moins 70% de tous les nouveaux cas des jeunes de moins de 15 ans. Donc là, de ce côté-là, la pédiatrie s'est mobilisée. C'est pour ça que ce qu'on attend, c'est que les pédiatres libéraux, car ça passe par eux, ainsi que les généralistes, participent à cette campagne d'affichage pour que les familles voient de plus en plus et aient en tête l'idée que le diabète, ça existe chez l'enfant et que quand ça se produit, il faut surtout pas attendre. Alors on voit bien que c'est l'actualité, bien évidemment, de l'association de la JD. Jacques Robert, de façon un petit peu globale, que fait cette association? La JD a été créé il y a plus de 50 ans maintenant, avec un objectif qui était très précis, qui était d'organiser les séjours de vacances pour les jeunes qui ont un diabète. Et cette organisation des séjours de vacances reste une de ses actions principales, puisque cela représente 1200 jeunes qui y participent tous les étés et même pendant les petites vacances. Mais autour de cette organisation de séjours éducatifs, eh bien, l'association a développé tous les outils de l'éducation et de l'information. Ça a été pendant très longtemps un bulletin d'information, ça a été ensuite une commission pédagogique qui a créé tous les outils pour faire l'éducation. Donc, je dirais, on a la chance d'avoir un système éducatif en pédiatrie qui est très, on pourrait dire, consensuel au niveau de la France. Et puis, la JD, bien entendu, a une vie associative et elle a également une activité de recherche, c'est-à-dire elle finance principalement des jeunes chercheurs. Et puis, avec l'arrivée de Karine comme chargée de recherche, eh bien, elle va certainement de plus en plus lancer ou superviser des actions de recherche. Cette grande campagne d'acidocétose et de prévention étant, je dirais, une des premières grandes actions à cette échelle que l'association a bien pu lancer. Et bien, pour terminer, Karine Chauveau, rappelez-nous le slogan de cette campagne destinée au grand public et aux professionnels de santé. Donc le message pour les familles, c'est: votre enfant boit et urine plus que d'habitude, il a recommencé à faire pipi au lit, attention, votre enfant peut avoir un diabète. Et allez chez votre médecin dès aujourd'hui. N'attendez pas et ne faites pas de dosage. On vous a bien compris, madame, monsieur, merci.
Cette émission est terminée. En allant sur le site de Radio FM Diabéto, vous aurez le thème des émissions que nous allons vous proposer très régulièrement. À l'occasion, vous pouvez valider l'écoute de cette émission dans l'espace prévu pour la certification On ne sait jamais. Une émission réalisée par Benoît Martin, produite par Cathy Masson et préparée par le docteur Jean-Paul Mar et le docteur Louis Potier. Merci à Sanofi Aventis qui permet cette radio destinée aux diabétologues d'exister en toute indépendance. C'est important de le souligner.